Chers amis de Versailles, c'est un nouvel épisode de notre collaboration avec la Société des Amis que je vous propose de partager avec la restauration qui vient tout juste de s'achever de la bibliothèque de la Reine et du supplément de la bibliothèque qui a été une grande aventure qui a duré 2 ans et que je suis heureux de pouvoir partager avec vous. Pour nous mettre dans le contexte, nous allons monter par l'escalier du service de la Reine que nous venons de restituer à l'emplacement d'un escalier qui avait été remanié au XIXe siècle et qui nous met, je crois, dans l'ambiance de ces petits cabinets de service. Alors l'histoire de cette pièce, en fait, commence il y a bien longtemps, mais telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est le fruit des travaux de transformation qui ont été opérés pour Marie-Antoinette entre 1779 et 1781. La reine, en effet, lorsqu'elle était arrivée à Versailles en tant que dauphine, avait obtenu, en occupant les appartements de feu Marie d'Exinska, l'aménagement d'une première bibliothèque en 1772 sous la direction d'Ange-Jacques Gabriel à cet emplacement. Il ne reste de cette bibliothèque, en fait, que le parquet, dont la frise périphérique que vous avez ici, vous le voyez, ne correspond pas à la bibliothèque actuelle, car à cette époque, les armoires étaient plus profondes. Cette bibliothèque, lorsque la reine est montée sur le trône, a vite été jugée beaucoup trop simple, et c'est ainsi qu'en 1779, elle a demandé au bâtiment du roi d'avoir une bibliothèque chic, qui lui permette en fait de ranger ses livres qui étaient placés sous la tutelle de Monsieur Campan, bibliothécaire de la Reine. On a donc commencé un projet et là se situe d'ailleurs une guerre entre les bâtiments du roi et l'architecte particulier de la Reine, Richard Mick, qui ne faisait pas tout à fait partie du sérail des bâtiments du roi, le contrôleur du château étant Heurtier. Donc Heurtier propose un premier projet, mais il faut composer avec les demandes de la Reine, et ce projet, qui correspond en partie à ce que nous avons sous les yeux, va être revu par Richard Mick. Les rayonnages, vrais ou fins, comme sur les portes, occupent la totalité de l'espace disponible. Il n'y a guère que les 2 fenêtres qui les interrompent, mais on a même gagné sur l'emplacement où l'on devrait trouver la cheminée, puisque vous ne voyez justement pas de cheminée dans cette pièce. Le chauffage de la pièce était assuré par un poêle dont le chargement se faisait par l'extérieur, poêle qui était placé sous la fenêtre de droite et qui n'a pas laissé de traces, mais nous verrons quelques subtilités de son aménagement. Pour aboutir à cette bibliothèque, on a fait appel aux meilleurs artisans. Les menuisiers sont Guénon, le sculpteur, ce sont les frères Rousseau, le serrurier, qui est ici omniprésent, comme nous allons le voir, c'est Gamin, et il y a une magnifique dorure en 2 tons d'or qui a été réalisée par Dutemps ainsi que la peinture en détrempe au blanc de roi. Pour satisfaire les désirs exigeants de la souveraine, il faut réussir à tout préparer en atelier, puis à trouver un créneau disponible, c'est-à-dire en général le temps d'un voyage de la cour, souvent à Fontainebleau, qui sont les plus longs déplacements mais qui ne durent guère plus de 2 semaines d'affilée, pour monter à toute allure les pièces qui ont été ainsi préparés. Pour aller le plus vite possible, il fallait réquisitionner les artisans et que ce ne sont pas moins de 30 doreurs qui, dans l'atelier de Dutemps, ont collaboré pour la dorure de cette pièce. Sous les fenêtres, nous avons 2 placards qui possèdent des vantaux à claire-voie. Le placard de gauche est un placard ordinaire, le placard de droite est l'emplacement du poêle. Et comme on craignait évidemment les incendies, en fait, le poêle qui était installé juste derrière a justifié le fait que les croisillons ne sont pas réalisés en bois, comme le placard précédent, mais sont réalisés en fonte, ce qui est absolument étonnant et qui montre le développement d'une technologie que nous retrouverons omniprésente dans la pièce. On notera également le raffinement extraordinaire de certains détails, comme par exemple les menuiseries de fenêtres qui sont ici sculptées à l'unisson des autres parties de la pièce, ce qui est extrêmement rare. Par contre, alors que nous avons ici
des ornements modernes dans le goût arabesque et dans le goût néoclassique de l'époque, des années 1780. On a réutilisé ici la serrurerie, ou plutôt la bronzerie d'art des Espagnolettes, qui date du temps de la reine Marie Lexinska et qui est franchement rocaille. Un dernier détail qui montre aussi le souci du confort, nous avons parlé du poêle, c'est également les doubles châssis, pour que cette partie en hiver puisse être à température. On se protégeait des vents coulis et on disposait effectivement, et ils existent encore ici, des doubles châssis, des châssis extérieurs rapportés que l'on enlevait l'été et qui permettaient en fait d'avoir une bonne isolation thermique. C'est en quelque sorte les précurseurs de nos doubles vitrages actuels. On ne peut qu'admirer la finesse des ornements en arabesque qui montrent le brio de sculpteurs des frères Rousseau, qui encadre en médaillon le chiffre de la reine. Ce chiffre avait été bûché à la Révolution. Nous en avons retrouvé les traces ainsi que les fous martelés ici et nous les avons reconstitués. Pour faire oublier en fait la trivialité des tiroirs et les transformer en frises, en fait nous avons deux tiroirs qui sont réunis puisque chaque tiroir coupe le chiffre lui-même de la reine mais de façon imperceptible. Et une autre subtilité, c'est l'alliance en fait entre ce bois doré et les bronzes dorés des poignées des tiroirs qui, discret rappel des origines de la reine, donc l'aigle d'Autriche à deux têtes qui figure ici. Et puis, autre subtilité encore, la place de la serrurerie. Ces tiroirs ferment à clé, mais avec des clés tout à fait spéciales qui sont des clés triangulaires et qui permettent très délicatement, en fait, avec une réservation pratiquement dans la partie en bronze doré, de pouvoir ouvrir ces tiroirs. La bibliothèque dissimule des éléments techniques absolument exceptionnels, et en particulier pour lutter contre le poids des portes, qui est tout à fait excessif. On a entièrement bardé de métal ces portes avec des renforts qui empêchent leur désaxement et leur affaissement. Et on notera également la modernité de ces charnières cachées qui sont donc partout réparties. Malgré tout, comme les façades sont mal arrimées au reste des placards, il y a toujours eu des désordres et nous avons eu de gros travaux à faire pour réussir à resolidariser l'ensemble. Il faut savoir que la bibliothèque a dû être intégralement démontée et chacune de ces portes remise en jeu, ce qui est extrêmement complexe puisque comme ces portes sont un composé de métal et de bois, il est hors de question de les raboter, mais tout doit fonctionner au millimètre près pour que toutes ces serrures, qui sont elles-mêmes des outils de précision, vous voyez ici une serrure à 3 pennes, puissent fonctionner de la façon la meilleure possible. L'un des raffinements et des coûts les plus importants de la bibliothèque a été la garniture de glaces blanches qui ont été fournies par la manufacture royale. On a livré en 1780 64 glaces blanches pour la bibliothèque. La fragilité de ces glaces, qui ne font que quelques millimètres, oblige à avoir des cadres extrêmement rigides et à empêcher que les portes se voilent. D'où une serrurerie qui accompagne les éléments. Et vous allez le voir, nous avons à l'intérieur un système de cadres indéformables. On retrouve ici les charnières cachées qui s'intègrent complètement à l'encadrement et également donc un système de plusieurs points de fixation qui permettent que la porte ferme sans se voiler. On voit ici l'excellent travail, l'extraordinaire travail, je même dire, livré par Gamin dans la serrurerie, qui tient à la fois à ces cadres en métal, qui donc, vous voyez, font de véritables menuiseries métalliques à l'arrière, menuiseries qui pincent en fait les glaces, ici, puisque l'ensemble du revers est en métal, et le métal est mouluré également, alors que l'avant est en bois sculpté. Sur ces éléments métalliques, nous avons des éléments de serrurerie, avec ici une serrure à 2 points,
donc qui est complètement, vous le voyez, avec des petites tiges extrêmement fragiles qui permettent en fait de guider la condamnation du haut, et ce système de double peine ici qui guide la condamnation centrale. Et pour la troisième condamnation, ce n'est pas une serrure à 3 points directe, nous avons ce loqueteau ici qui se libère avec un ressort. Donc l'armoire est parfaitement condamnée, sachant que le ventail semi-fixe ici possède un système de verrou à baïonnette qui lui est à 2 points, un point haut et un point bas. Autre point de raffinement tout à fait étonnant, la poussière étant l'ennemi des livres, on a cherché l'étanchéité, et vous avez encore ici, d'origine, parce que nous ne les avons pas démontés, les bourrelets en feutre, qui étaient autrefois verts, mais qui sont complètement décolorés, et qui empêchaient en fait la poussière de rentrer dans la fenure intermédiaire. Le clou technologique et spectaculaire de cette bibliothèque, le raffinement le plus extraordinaire, qui n'existe que dans cet ouvrage, ce sont les crémaillères réglables qui tiennent les étagères. Gamin s'est livré ici à un tour de force absolument étonnant pour garantir l'horizontalité des étagères, une bonne fois pour toutes, alors que les meubles pouvaient gauchir. On a ici un double réglage qui permet non seulement de déplacer les étagères en fonction des livres, mais également de s'assurer que les étagères seront parfaitement horizontales, puisque l'ensemble des crémaillères en fait est réglable par ces boîtiers qui sont ici, boîtiers avec des crans de sûreté, avant que l'on règle chacun des supports en console de ces crémaillères. Le tout est en acier, donc vous voyez, en acier poli, donc en couleur d'eau, ce qui est absolument merveilleux, avec juste des plaques de laiton qui forment en fait l'accroche de ces éléments. Ici, pratiquement tout est authentique. Il manquait quelques crémaillères qui ont été reconstituées par un artisan extraordinaire, Patrick Nogrette, à l'identique. C'est un patrimoine inestimable, et il faut imaginer qu'à l'époque, pratiquement un tiers du coût de la bibliothèque a été englouti par ces éléments de métal réalisés par le serrurier Gamin, qui avait d'ailleurs l'habitude, vous le savez, de collaborer avec le roi Louis XVI lui-même. Donc il nous a livré ici en quelque sorte un chef-d'œuvre. Alors si grâce à la restauration, cette pièce a retrouvé donc quasiment son aspect d'origine, avec cette harmonie blanche qui est en fait un gris très pâle et or, et ici je voudrais souligner que nous avons restauré la dorure en conservation, puisque ce que vous avez sous les yeux, c'est à peu près 80% de la dorure d'origine de la pièce, en particulier dans les parties hautes, jusque sur la corniche qui est également en bois, puisque ce qui permettait d'avoir en fait une installation rapide. Il faut imaginer cette pièce évidemment garnie de livres. Les livres de la reine ne sont plus au château, ils sont conservés à la bibliothèque municipale de Versailles, dans l'admirable galerie des affaires étrangères, car ces livres ont été saisis à la Révolution. Et puis il faut aussi imaginer qu'il y avait dans cette pièce une table au centre qui permettait de déplier en fait les grands in-folios et également peut-être les cartes ou les différentes gravures que pouvait consulter la reine, et puis quelques chaises. Et évidemment, un éclairage qui était apporté par des flambeaux de poing qui devaient être disposés sur les tablettes en marbre. Le marbre étant justement quelque chose qui permettait, comme matériau durable, de ne pas risquer ni l'incendie ni les coulures de cire. Et puis un lustre qui était donc accroché et qui fournissait la lumière nécessaire pour que l'on puisse lire. En fait, la reine avait trop de livres, ce qui fait qu'il a fallu, à la suite de cette bibliothèque, qui ne pouvait contenir tous les livres, créer un supplément de bibliothèque que nous allons découvrir. Ce supplément de bibliothèque a été aménagé à partir de 1781 dans une pièce qui était la pièce des femmes de service, des femmes de chambre en fait de la reine. C'est une pièce de passage en fait entre les différents éléments qui composent les pièces principales de l'appartement, la bibliothèque que nous venons de voir, le cabinet de la Méridienne et le grand cabinet intérieur ou cabinet doré de la souveraine qui est de l'autre côté de cette pièce. Derrière le mur est, il y avait la salle de bain de la reine, donc nous sommes vraiment au cœur de l'intimité de la souveraine.
Donc cette pièce qui était plutôt une pièce de service, une simple pièce de passage, dans laquelle on ne se tenait pas du tout, sauf justement le personnel, a donc tout naturellement accueilli des armoires vitrées de bibliothèque, mais elles beaucoup plus simples, simplement peintes. La restauration ici a permis de redégager la peinture d'origine, ce gris très pâle, qui était encore conservé et que nous avons pu simplement raccorder. Donc c'est vraiment à beaucoup d'endroits, et en particulier dans tous les fonds de placard, les peintures originales avec la teinte du XVIIIe siècle qui est encore visible. Pour le confort, tout simplement, eh bien on s'aperçoit que c'est un seul passe qui permet d'ouvrir la totalité des armoires. C'est exactement la même clé que celle de la bibliothèque principale, ce qui permettait de simplifier le travail du bibliothécaire. Il faut parler quelques instants de la mise en teinte des parquets. Au XVIIIe siècle, lorsqu'un parquet était neuf, on le mettait en ton de bois jaune ou orange, c'est-à-dire en couleur d'orange ou de citron, et Vatin, dans son traité de l'art du peintre doreur vernisseur, qui est un des grands best-sellers techniques du XVIIIe siècle, indique les recettes. À chaque fois, ici au château, nous avons retrouvé en fait, dans les fonds de placard, dans les petits appartements, des teintes originales que nous avons fait analyser. On s'est aperçu que c'était exactement la même recette que le Vatin, à base d'ocre, de style de grain de 3 en particulier, de cire, d'huile. Et donc on a choisi de reconstituer cette finition que vous voyez à la fois dans le cabinet doré, ce qui a été fait il y a une dizaine d'années, ou maintenant ici dans le supplément, ou dans la bibliothèque. Ces éléments permettent de retrouver le goût du XVIIIe siècle pour des couleurs claires, où l'on cherche non pas à voir la veine du bois. La notion de matériau brut est une notion moderne qui faisait horreur en fait au XVIIIe siècle, sauf lorsque l'on parle de bois précieux, de marqueterie ou autre. Mais ici nous sommes sur du chêne, c'est l'assemblage qui compte et surtout c'est le renvoi de la lumière. Et donc en fait ces parquets mis en couleur sont donc des parquets qui renvoient beaucoup plus la lumière, qui gardent une sorte de gaieté et qui s'harmonisent, il faut bien dire, de façon admirable avec la dorure lorsque les pièces sont blanches et or. Intimes et exigus, ces appartements doivent rester des lieux peu visités, des lieux d'exception, mais qui seront partagés avec le public, car je pense que c'est dans ces lieux que l'on saisit le mieux l'intimité de la reine et finalement ce qui a été cette vie du château, qui n'était pas seulement un lieu de représentation, mais aussi une machine à habiter.